intramusculaire de morphine dans la cuisse. Allez, en avant. Il me faut absolument de l'eau, donc s'il y a des moyens, il faut le faire venir. Un homme est en difficulté sous une cascade. Il se trouve dans le lit d'un canyon inaccessible. Seules des techniques de descente en rappel peuvent permettre aux sauveteurs de le rejoindre. Les secouristes doivent avoir une parfaite connaissance du milieu dans lequel ils évoluent s'ils ne veulent pas eux-mêmes se mettre en danger pour aller secourir la victime. Nous sommes sur l'île de la Réunion. Cette île de 250 km² est un département français d'outre-mer situé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Cette île est exceptionnelle pour ses rivières et cascades qui coulent à des hauteurs vertigineuses. C'est un haut lieu mondial pour la pratique des sports en eau vive et en particulier pour le canyoning. La pratique de ce sport a explosé ces 10 dernières années. Rappel, saut, tyrolienne. Il faut dire que ce sport est l'un des plus ludiques qui soit. Si, en apparence, il ne représente que de l'amusement sans danger, il faut en réalité faire preuve de la plus grande des prudences quand on veut le pratiquer. Le moindre faux pas, la moindre imprudence et l'activité tourne vite au cauchemar. L'homme souffre visiblement d'un gros problème au niveau de son cou. Il faut rapidement l'extraire tout en l'immobilisant. C'est trop lent, hein, c'est trop lent. Il y a eu des erreurs de départ, ils sont partis séparés, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu gérer l'arrivée sur le blessé correctement. Le problème, c'est qu'elle est intervenue toute seule. Donc dans ces cas-là, il faut être au moins à deux en binôme, de manière à se faire soit contre-assuré par un camarade sur la rive, parce que là, elle rentre dans l'actif, et en plus, elle n'est même pas vue de ses camarades. Et puis si elle tombe sur un mouvement d'eau qui la malmène, il n'y aura personne pour lui porter assistance sur le moment, quoi. On va débriefer plus tard, mais globalement, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à travailler suffisamment ensemble, quoi. Voilà. Chacun fait son truc et est obsédé par bien faire ce qu'il fait, mais ils ne travaillent pas assez ensemble. Vous l'aurez compris, nous sommes dans un scénario d'accident de canyon mis en place pour le stage médecine de montagne à La Réunion. La plupart des stagiaires sont médecins urgentistes et sont déjà amenés à intervenir dans ce genre de milieu. Ces médecins connaissent donc bien le milieu médical, mais beaucoup moins bien le milieu aquatique. Ils sont encadrés par des secouristes expérimentés, gendarmes et médecins qui analysent leurs moindres gestes en situation réelle. La mise en situation fait que chaque personne se rend compte de la difficulté d'appliquer ce qu'on a appris le jour d'avant et ce qu'on apprend en théorie. Voilà. Donc là, ça montre qu'en réalité, il faut chaque fois s'adapter à une situation particulière. C'est essayer de faire des choix. Les stagiaires sont ici pour comprendre les techniques de secours propres à ce milieu hostile en cas d'intervention médicalisée. Quand ils vont se retrouver dans une ravine, quand ils vont se retrouver témoins d'un accident, ils pourront s'aider de tout ce qu'ils ont appris en beaucoup plus simple pour faire des bons choix. Alexis, tu commences à gamberger à l'extraction vers le haut. Là maintenant, le médecin il peut techniquer avec un secouriste et vous pensez au reste. C'est la première fois qu'on organise un diplôme de médecine et secours en montagne. Donc la particularité, c'est que là, il faut organiser la formation du point de vue médical, mais c'est un énorme chantier sur le plan technique. Et là, c'est vrai que le partenariat avec le peloton de gendarmerie de haute montagne de La Réunion permet de tout ce travail du volet technique. C'est un chantier énorme, hein, parce qu'il faut qu'on puisse faire ça en toute sécurité. C'est pas facile, on emmène des néophytes dans des environnements un
un peu périlleux et faut pas faire ça n'importe comment, quoi. Les secours sont, ici sur l'île, effectués par le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ils sont souvent accompagnés de médecins, mais qui ne sont pas, pour la plupart, formés à intervenir en milieu dangereux. L'expérience montre que la médicalisation des victimes sur place permet un gain en termes de qualité des soins, ça augmente la survie des patients, ça améliore la prise en charge en termes de douleur, ça facilite les évacuations. Donc ils sont amenés par le fait, dans le cadre du SAMU, à travailler médicalement sur des victimes en situation périlleuse. Donc le mieux, c'est quand même de se former parce que tout le monde n'a pas forcément la pratique individuelle qui permet d'évoluer dans des terrains hostiles en toute sécurité. L'IFREMONT, l'Institut de médecins urgentistes en haute montagne, propose aujourd'hui pour la première fois un stage aux médecins urgentistes de l'île de la Réunion. L'objectif est avant tout de comprendre les techniques de travail des secouristes pour être ensemble le plus efficace possible. C'est difficile au niveau technique, c'est difficile. Vous allez vous en sortir? On va essayer, probablement pas tout seul, on va essayer avec les formateurs. Moi je suis effectivement un peu dépassé là, par le niveau technique. Là. Les stagiaires se rendent vite compte de la complexité de sortir une victime d'un canyon et de l'importance de connaître les bases du secours en eau vive. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on utilise tout la même corde, qu'on n'a aucun souci et aucune poulie. Donc voilà. Go. Non, mais go, c'est go. Hein. Faut tirer là, faut tirer. Go, c'est go, la tête quoi. en bas là. Allez, voilà, go, c'est go. On y va. L'extraction de la victime prend plus de temps que prévu. Les techniques sont encore mal maîtrisées et la condition physique vient à manquer. C'est dur. C'est physique. Je tire. Ben là, il y a eu pas mal de mauvaises anticipations qui fait que tout s'enchaîne mal. Mais on va y arriver. La civière est maintenant sur la terre ferme, mais la mission n'est pas tout à fait terminée. Il faut encore que Cécile, la secouriste qui a établi le premier contact, remonte sur corde fixe du fond du canyon. Très éprouvant là. La fin de la manip la manip en elle-même fatigante. Et puis après la remontée en fait pour sortir du site super fatigante. Un peu à bout de force je dois dire. Ah bon c'est bon là, je vois la lumière. Cette formation est très physique, mais elle est devenue indispensable en raison de l'engouement que connaît la pratique du canyoning sur l'île. La Réunion, c'est un terrain de jeu fabuleux, il n'y a pas d'activité saisonnière, on va dire. La pratique du canyon, c'est quasiment toute l'année. Je crois que ça fait de la Réunion le 2e ou 3e peloton de gendarmerie de haute montagne en termes de nombre d'interventions. Ça peut vite générer des développements de techniques assez particulières. Donc c'est clair que ça correspond aussi à un besoin du public. Un public qui pratique un sport technique et qui en paie parfois le prix. Chaque année, une trentaine de personnes sont secourues dans les canyons de l'île de la Réunion. Une femme vient tout juste de se tordre le cou dans un toboggan naturel. Heureusement, elle est accompagnée par un professionnel de la discipline qui n'hésite pas une seconde à appeler les secours. Nous sommes au centre de secours PGHM, qui vient tout juste de recevoir l'appel d'urgence. Anthony est d'alerte. Il repère dans son guide le lieu exact de l'accident. L'opération s'annonce délicate. C'est une zone qui est très encaissée. Donc il faut qu'on anticipe l'élitroyage sur zone. Peut-être que les 35 mètres de câble du Fennec ne suffiront pas à descendre à proximité de la victime. Donc on va prendre la 100 mètres. Et puis donc, bon alors c'est une manœuvre qui n'est pas très conventionnelle, mais si on n'a pas le choix, on rallonge le câble avec de la corde semi-statique. Les secouristes doivent faire vite. Une personne immobilisée dans un canyon n'est jamais une bonne chose. Par contre, il y a la météo sur place quand même qui se gâte. Donc c'est une personne, on ne peut pas lui demander de poursuivre le canyon comme ça. Donc la solution pour nous la plus confortable, c'est l'hélicoptère. Si vraiment on doit s'engager dans le canyon et l'évacuer en préservant le rachis, donc là ça va être très très lourd, quoi. C'est pas un ramassage de cheville sur un endroit où il fait grand soleil et on a tout le temps pour nous, quoi. Là il faut quand même aller vite et puis par contre pas se précipiter parce que c'est quand même une atteinte sérieuse, quoi. Même si les secouristes doivent intervenir le plus vite possible, ils prennent toutes les précautions pour s'assurer de bien disposer de tout le matériel dont ils ont besoin.
Ouais, ça c'est le collier cervical. C'est vraiment pour cette pathologie, ça sera l'outil indispensable. Et après, on a la tête cervico-thoracique, mais elle immobilise pas la tête. Hein, donc il faut vraiment qu'on pose le collier avant de lui poser le CAD. Tous les membres de l'équipe rangent minutieusement le matériel afin de gagner le maximum de temps une fois sur place. Il y a des préparatifs à pas négliger, quoi, parce qu'après, sur place, il faut ressortir les outils d'immobilisation dont on va avoir besoin, qu'on se rend compte que la corde, elle est au fond de la soute, que le CAD, on l'a pas anticipé, il est dans la poutrelle de pieu. C'est le problème, quoi. Attends, je t'ai pris 3 mousquetons. Grâce à leur bonne connaissance du terrain, l'endroit de l'intervention est très vite localisé. L'endroit est encaissé et il faut toute la concentration du pilote pour sécuriser au maximum le stationnaire. Le pilote réussit à se positionner le plus bas possible, à moins de 35 mètres du sol. Le pilote permet ainsi d'éviter la manœuvre pour allonger le câble et fait gagner un temps précieux aux secouristes. Mais la manœuvre comporte de gros risques. C'est quand même une prise de risque pour l'équipage. Donc ça reste du secours, donc derrière il se cache le secours à vie humaine. Mais pour aller faire ce secours, on met quelque part aussi notre vie en danger. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un hélico avec 2 moteurs, si on perd un moteur, c'est-à-dire s'il y a un moteur qui tombe en panne ou qui dévisse, on appelle ça, au moment du secours, moi je n'avais pas la possibilité de m'extraire du canyon et on ne pouvait pas se poser, donc derrière c'est le crash. Hein. Les secours en hélicoptère, dans ce genre d'environnement, ne sont jamais sans danger. Les parois rocheuses sont proches des 2 côtés de l'appareil. Durant toutes les opérations d'élitreuillage, l'équipage n'a pas le droit à l'erreur. C'est avec une grande précision que le premier secouriste se fait élitreuiller, à sec, au pied de la victime. Ouais. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? Apparemment, elle m'a pas prévenu, ça serait dans le top team. Le toboggan, en premier. C'est contracté en fait d'un coup, elle a pas tapé rien du tout, c'était vraiment une contracture. Alors donc à l'entrée dans l'eau, t'as senti une petite douleur vide? Ouais, en fait, j'ai commencé à avoir mal à la tête et ici au niveau des muscles. C'est vraiment... Les muscles là. Ouais. Là, ça s'est contracté quoi. Je vais te palper, tu vas me dire... Les descentes de toboggan sont toujours délicates. Si le pratiquant ne positionne pas correctement sa tête en arrière, l'impact dans l'eau peut provoquer des traumatismes. Il faut maintenant que le secouriste vérifie en priorité si la jeune femme n'a aucune paralysie. Sensibilité? Non, par contre, j'ai un peu froid de ce côté-ci, mais je me demande si c'est pas aussi à cause de la combinaison. T'as froid? Il n'y a pas de fourmillement? Tu sens là quand je te caresse le bout des phalanges? La jeune femme réagit au toucher, mais pas question pour elle de continuer. On risque une aggravation, entorse, une luxation cervicale ou un choc qui peut endommager la moelle épinière. C'est pas du tout indiqué que de continuer la progression dans ce genre de canyon avec des sauts, des toboggans, des fortes décélérations lorsqu'on s'est fait mal au cervical ou au rachis. C'est quand même des décélérations très rapides. Quand on prend un toboggan de 6-7 mètres avec de l'eau qui pousse et une entrée dans l'eau qui vous stoppe quasiment net, alors c'est ludique quand tout va bien, mais quand on est blessé, ça se transforme vite en un jeu dangereux. Un jeu dangereux qui va finir à l'hôpital pour cette jeune femme. Alors on va vous immobiliser les cervicales, ensuite on va vous mettre une attelle cervico-thoracique qui va vous immobiliser tout le rachis. D'accord. Et ensuite on vous élitreuillera à bord de l'hélicoptère, très probablement en position assise. La décision est prise. La jeune femme doit bel et bien être évacuée. Le second secouriste descend pour aider Anthony à conditionner la victime pour l'élitreuillage. L'opération ne doit surtout pas aggraver l'état de la personne, car sans radio, personne ne peut diagnostiquer la gravité du traumatisme. Voilà, c'est bon, c'est bon. Passe tes bras là-dedans. Voilà, super.
tu vas monter avec ça, d'accord? Et tu pourras tirer un petit peu sur la sangle, le mousqueton là, pour t'aider à te redresser. Normalement, tu devrais monter comme dans un baudrier, tu vois. La jeune femme ne s'attendait évidemment pas à être élitreillée aujourd'hui. Une première dont elle se souviendra. C'est un peu stressant, parce qu'au départ, on monte assez droit et puis à un moment donné, on n'arrête pas de vriller sur soi-même. Et on voit les falaises qui se rapprochent, donc on s'inquiète un petit peu, mais finalement, ça s'est bien passé. C'était assez rapide comme intervention. Le moment un petit peu plus délicat, c'était le passage de l'air à l'hélicoptère, en fait, où là, c'était un peu plus compliqué pour me rentrer. La jeune femme s'en sortira sans grosses complications. Une fin heureuse qui aurait pu être tout autre sans l'intervention de l'hélicoptère et des secouristes. C'est sécurisant parce qu'on sait qu'ils sont toujours là au cas où s'il y a un souci. Après, ça dépend vraiment des conditions météo ici sur l'île. Le temps change assez rapidement et du coup, les conditions ne sont pas forcément bonnes pour intervenir en hélicoptère. Donc on sait qu'ils sont là. Parfois, dans les gros canyons, c'est bien de les prévenir avant notre départ dans les canyons de plusieurs jours. Et sinon, faut savoir les zones où passe le téléphone. Les victimes ne sont donc pas toujours assurées d'être secourues par hélicoptère. Les conditions sur l'île sont, comme en montagne, très changeantes et la météo peut clouer l'appareil au sol. On se retrouve tout de suite au niveau performance à utiliser la machine à ses limites, donc que ce soit par les altitudes, les températures, ou même sur le dernier secours qui était une recherche, enfin une récupération de personnes en fond de rivière. C'était la hauteur du dénivelé qui faisait qu'on se retrouvait en hélico à avoir une action, enfin une intervention assez périlleuse. Les équipes de secours doivent donc se faire une grande confiance. Le PGHM travaille avec l'armée de l'air lorsque l'hélicoptère de la gendarmerie est en révision. Tous doivent donc s'entendre parfaitement. Chaque opération d'hélitreuillage comporte un certain nombre de dangers, quoi. Dès lors, de toute façon, qu'on doit déposer des secouristes, il faut qu'il y ait une parfaite entente, une parfaite coordination entre les secouristes qui vont être, entre guillemets, balancés, enfin projetés sur le terrain au bout du câble, et bien entendu l'équipage. Alors l'équipage, c'est le pilote qui va être guidé par le mécanicien, lequel mécanicien devra évaluer la zone de posée au mieux et évaluer justement tous les dangers environnants qui peuvent être causés évidemment alors par les parois qui vont entourer les lieux, mais également par la végétation, les risques de chute de pierre, etc., etc. Les treuillages délicats ne sont pas rares en canyon, comme ici, où le mécanicien doit diriger le treuillage d'une personne à une trentaine de mètres du sol. Le canyon est tellement encaissé qu'il ne voit au début même pas la civière. Il va pourtant devoir la faire passer à travers des blocs de pierre dont la largeur ne fait même pas 2 mètres. Les hélitreuillages demandent sur l'île de la Réunion une technique extrêmement précise. Les médecins urgentistes de l'hôpital de Saint-Denis de la Réunion, qui font les secours médicalisés à côté du PGHM, sont habitués, comme Olivier, à être hélitreuillés dans des endroits inaccessibles. En revanche, si les secours ne peuvent être effectués par hélicoptère, les médecins n'ont aucune connaissance des techniques de secours en milieu périlleux. Pour Olivier, qui fait partie de l'équipe de permanence du SAMU pour le secours en montagne, il est devenu indispensable de participer au stage de médecine de montagne. Alors là, on est là pour améliorer un petit peu la pratique du secours montagne, sachant que moi j'en fais depuis 8 ans ici sur la Réunion. On va dire un peu en amateur, hein, mais on est là un peu pour, entre guillemets, un petit peu se professionnaliser, si on peut dire comme ça. Nous sommes au premier jour de stage donné par l'IFREMONT. Au total, près d'une trentaine de stagiaires se sont inscrits à la formation. Qui va de point en point. Quand vous placez vos points sur les fractionnements, vous mettez vos mousquetons de sécurité et vous les virolez. Oui. Aujourd'hui, c'est montage normal du 8 et on virole. Première manipulation, savoir correctement installer un descendeur pour une descente en rappel. Un geste simple, mais sur lequel il ne faut pas se tromper. Alors ça, c'est pas bon. Non, faut pas que j'y lâche. Eh bien non, parce que là, tu meurs. Si tu glisses, tu meurs.
Donc là, tu comprends, il ne faut pas lâcher cette main-là. Hein. Si tu te dévaches, par exemple, avec tes deux mains, il arrive un moment où tu es tenu à rien. C'est pas bon, ça. Il faut qu'il travaille bien dans l'axe, ok? Voilà. Première règle, ne jamais lâcher la corde en aval de la pente. Mets tes deux mains sur la corde, en dessous. Voilà. Arrivé en bas, tu te donnes 2-3 mètres de mou pour libérer la tension sur la corde. Ensuite, les stagiaires sont mis en situation réelle de canyoning. Très vite, les stagiaires font des erreurs qui vont leur permettre de mieux appréhender les bonnes techniques à adopter. Ils vont se familiariser avec un milieu qu'ils connaissent mal et ainsi mieux dominer leur peur. Ici, tu n'as pas peur de vide. Si, mais alors je regarde sans regarder en fait. Je mets mon esprit ailleurs parce que moi je regarde là où je suis nauséeuse. Donc si, j'ai peur du vide, mais comme on fait un peu de montagne, j'essaye, il paraît que ça se travaille. Donc j'essaye de le travailler. Okay. C'est bon? Allez, prête à partir? C'est bon? Allez. Tu peux commencer à aller tout doucement. Et là, ça va aller? Bon. Bah, on va voir. Ça devrait aller, hein. On est bien entouré quand même. Allez, tu te cramponnes à l'arbre. Pour sécuriser au maximum les stagiaires, l'équipe de formateurs est composée de médecins professionnels en montagne et de secouristes du PGHM. La plupart des stagiaires qui sont là ne pratiquent pas en pratique individuelle et pratiquent que dans le cadre des entraînements ou du secours. Et je trouve que bon, les bases, les rudiments, c'est-à-dire se longer, progresser en sécurité, descendre, assurer sa propre sécurité, ils sont quand même, je trouve que ça se passe plutôt bien, quoi. On sent qu'ils sont très attentifs, quoi. Comment? Très bien. Un peu la réception, un peu trop en extension, moins pas assez regroupé. Ouais. Donc, ce qui peut risquer ce qu'on appelle le coup du lapin au niveau des cervicales. Mais là, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est un bon avant-goût du stage là? Très bien. Pourquoi? Je crois qu'il sera beaucoup moins ludique après. On va un peu plus travailler tout à l'heure. Tout de suite après le premier contact avec le canyoning, les stagiaires vont devoir se frotter à l'eau vive et aux techniques de nage dans les forts courants. Ça, c'est des gilets de flottaison qui vont nous aider à rester à la surface, parce que là, on va travailler un petit peu dans l'eau vive. Et il y a des experts qui vont nous montrer comment déjouer les pièges de l'eau vive. Approchez, approchez, jeunes gens! L'objectif, c'est que vous voyez en fait que ce qu'on aurait l'impression de trouver dangereux n'est pas forcément dangereux, et ce qu'on pourrait éventuellement penser comme étant tout à fait sécurisant n'est pas forcément là l'endroit le plus sécurisant justement. Donc en fait, vous apprendre à lire un petit peu la rivière, et on va faire ça de façon ludique. On va se mouiller, on a de la chance, l'eau doit être à 18 degrés, donc on va pouvoir être dans des conditions idéales. Premier exercice. Les stagiaires doivent se sortir d'un courant pour rejoindre la berge. La technique est assez simple, mais faut-il encore la connaître? Rouler sur soi-même en nageant vers la rive. C'est une technique pour s'arrêter dans le courant, en fait, lorsqu'on est pris dans le courant. Ça permet de rejoindre la berge. Le courant souvent nous maintient à l'intérieur. L'objectif, c'est de se rapprocher du bord. Donc en tournant sur soi-même, latéralement, on atteint assez facilement le bord. Voilà. Là,
on voit bien l'exercice. Là, il faut être tonique. Maintenant, clac, clac, et voilà. C'est nickel, il s'est arrêté. Seconde technique, traverser dans les meilleures conditions un rapide. La technique consiste à utiliser, dans un courant assez large, une zone de contre-courant qui est provoquée par un bloc qui partage le courant en deux, le courant de la rivière. Donc on peut tranquillement traverser la nage, utiliser le contre-courant pour se reposer et reprendre des forces pour pouvoir finir la traversée. Connaître ces techniques de base permet aux sauveteurs de rejoindre une victime sans danger ou encore d'éviter de se faire prendre au piège par des courants d'eau qui sont trop souvent à l'origine des noyades. Il y a le médecin qui arrive. Allez chercher le médecin qui arrive. Une femme en train de se noyer vient tout juste d'être sortie de l'eau. La situation est réelle. Nous ne sommes pas dans un exercice. C'est un témoin qui a vu la dame se noyer en direct. J'ai vu une personne donc en difficulté, en fait dans le bassin, qui essayait de s'accrocher à la paroi et qui essayait de nager, essayer de remonter alors qu'elle ne pouvait pas remonter à cet endroit-là. Il a pu intervenir très très vite, mais entre le moment où il l'a vue et le moment où il a pu l'extirper de l'eau, cette dame avait perdu connaissance et son cœur était même arrêté. Techniquement, il n'y avait rien de particulier pour nous, mais au niveau médical, la personne était inconsciente. Le témoin lui avait fait des premiers gestes de secours, donc ça se présentait difficilement au niveau médical. J'ai retrouvé la personne qui était carrément la tête dans l'eau et qui ne bougeait plus, et donc elle était dans 50 cm d'eau. Je l'ai traînée sur la berge. Et voilà, donc je lui ai crié dessus, essayé d'avoir des contacts avec elle, mais elle répondait pas, quoi. Donc elle était inconsciente. Je lui ai appuyé sur le thorax pour dégager. Elle avait un peu de flotte encore dans la bouche. Elle était inconsciente, elle m'a pas répondu. Elle a juste fait juste un soubresaut en fait, de respirer en fait, et c'est tout, quoi. Du coup, j'ai couru appeler les secours. En fait, j'avais pas de réseau là où j'étais, parce que c'était sous une espèce de grotte un peu, donc on était en contrebas. Donc j'ai retraversé la rivière, je suis remonté sur la berge, remonté un peu plus haut, et là j'ai appelé les secours. Je leur ai dit en fait d'envoyer les secours d'urgence, le PGHM, parce que là, elle allait y passer, quoi. Le centre d'alerte du PGHM est immédiatement prévenu. Avant de décoller, Yannick va prendre toutes les informations connues par téléphone pour optimiser les secours. Et le mec, il est en train de la masser. Et nous, on s'équipe, on se prépare. Ruby, on part à l'hélico, là, de façon à mettre en route. Non, apparemment, c'est un témoin de... alors, soit peut-être un proche, un parent ou un témoin qui était sur zone, on n'a pas plus d'éléments. La personne ne respire plus. Il faut faire vite. Mais avant, il faut récupérer le médecin urgentiste à l'hôpital. Donc le médecin est sur le toit, c'est bon. En hélicoptère, l'hôpital n'est qu'à 5 minutes de vol. Le médecin urgentiste de montagne est déjà prêt sur le toit de l'hôpital. Le canyon du Bras de la Plaine est à quelques minutes de vol, mais les informations du lieu sont floues. C'est grâce à la bonne connaissance des canyons que les gendarmes arrivent à vite repérer le lieu du drame. Je suis tutoyé le premier au niveau de la victime. Effectivement, elle est inconsciente, mais elle respire. Elle a un cœur qui bat. Donc on met tout en place pour lui sauver la vie.
Quand une personne est inconsciente, effectivement, on peut penser que c'est grave. Bon, là, ça l'était. On a tout de suite vu que c'était un cas lourd, et c'était vraiment un cas lourd. Donc là, on est intervenu avec le médecin, et le médecin a dû intuber la victime, ce qui est, au niveau médical, un acte difficile et lourd. Les secours médicaux sont prodigués directement sur le site. Sans ça, aucune chance pour la victime de s'en sortir vivante. Le médecin va devoir réanimer la victime avec tous ses appareillages mobiles. L'homme qui a sorti de l'eau la victime est encore là pour prêter main forte aux secouristes, heureusement, car ils ont besoin d'aide. Donc ils m'ont demandé en fait de lui tenir la tête en arrière, de lui tenir en fait le masque à oxygène et de l'enlever au cas où elle vomissait, donc de surveiller ça. Après il y avait un autre des témoins en fait qui tenait le thermomètre, enfin chacun a mis un peu la main à la pâte. Et donc eux ils s'en sont occupés, donc ils leur ont branché les appareils, etc. pour voir un peu comment elle allait, quoi. La femme ne va visiblement pas bien. Elle donne des signes inquiétants. C'était un peu flippant à un moment, elle s'est contractée et j'ai un peu cru qu'elle allait nous claquer dans les pattes. L'état de la jeune femme ne permet pas de la transporter tout de suite. Il faut préparer une médicalisation pour un transport en toute sécurité. Une manœuvre qui prend du temps. On a moins de 30 minutes d'oxygène si on reste à 15. Pour une réanimation comme ça, il faut apporter beaucoup d'oxygène. Et là, on ne dispose pas de très grandes bouteilles, de très grandes réserves, parce que toujours pour une question de poids, on ne peut pas avoir des sacs surchargés. Il reste moins d'une demi-heure d'oxygène pour la victime. Pour l'instant, le médecin n'est pas capable d'affirmer s'il aura fini à temps le conditionnement de la noyée. Il faut donc une autre bouteille. Si besoin, on peut demander à l'hélico d'aller chercher une bouteille d'oxygène à Saint-Pierre. On en a une dans le sac. On a une autre dans le coffre de la machine. Philippe va demander à l'hélicoptère de treuiller leurs bouteilles supplémentaires. Toutefois, le téléphone ne passe pas et la radio non plus. Ouais, c'est 130 que j'ai là. On a besoin de l'oxygène et je serai en rive droite, en amont de la victime. Victime pour l'instant inconsciente, mais qui respire. La communication passe enfin. L'équipe va pouvoir être ravitaillée à temps. Madame, doucement. Comme quand vous respirez, comme quand vous respirez. Pour le changement de bouteille, les touristes sur place sont mis à contribution et s'occupent de faire fonctionner le masque à oxygène. Il est temps maintenant d'évacuer enfin la victime. Dans très peu de temps, elle pourra être prise en charge en milieu hospitalier. L'arrivée à l'hôpital se passe sans encombre. La femme arrive vivante, avant tout grâce au premier témoin qui l'a sortie de l'eau. Ces premiers gestes ont permis à la femme de s'en sortir. Là, ça s'est joué à la minute près, grâce aux témoins. Sans témoin, nous, on récupérait un corps, mais pas une personne vivante, ça c'est sûr. Jérôme, le témoin, en se réveillant ce matin, n'aurait jamais imaginé une telle histoire. Ce soir, il se couchera en véritable héros. Une histoire qui se finit bien grâce à la rapidité des hommes, mais une fois de plus aussi, grâce au rôle déterminant de l'hélicoptère. Autant dire que faire un secours en canyon à La Réunion,
sans le recours à l'hélicoptère, c'est quasiment impossible. Dans le meilleur des cas, et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de secours qu'on mène, dans le meilleur des cas, on va rejoindre les victimes, ce qui va déjà prendre un certain nombre d'heures. Sur le moment, on va tout mettre en œuvre pour que les choses se fassent au mieux. Les interventions sans hélicoptère deviennent tout de suite de véritables expéditions. Pourtant, lorsque la météo n'est pas favorable, il faut bien aller chercher les victimes par voie terrestre. De retour au stage de l'Ifremont, où l'objet de l'exercice aujourd'hui est justement de retrouver une victime et de l'extraire par voie terrestre. Alors là, donc, c'est une manip de secours sur le canyon de Bras-Noir, donc qui est un canyon qui est assez encaissé, avec une succession de grosses vasques. Et l'idée, ça va être de prendre en charge donc un blessé qui se trouve dans une vasque et de l'acheminer vers le bas donc pour l'évacuer. Voilà, donc gros travail d'équipe avec des manips assez lourdes donc à mettre en œuvre. Les stagiaires sont conscients de l'enjeu de la journée. Aujourd'hui, c'est à eux de prendre tout le secours en charge. C'est ludique, mais il faut prendre au sérieux, donc on a quand même un petit peu la pression. Le temps est mauvais, mais ils vont devoir trouver le chemin d'accès à travers la jungle qui mène au canyon. L'orientation n'est pas simple, et savoir correctement tracer sa route fait aussi partie de l'apprentissage. Ils vont bientôt s'en rendre compte. C'est le sentier tout à l'heure, là. Là, on est à... Ça commence à faire long en temps aussi. Demi-tour. Hop, demi-tour. Ah putain, les épines, là. Pardon, visiblement, nous n'avons pas pris la bonne direction. A priori, il y en a qui connaissent ce canyon et ils disent qu'on a monté trop. Il y a peut-être une mauvaise indication là sur l'explication de la carte. Le canyon de Bras-Noir est un canyon long et technique. Les stagiaires vont devoir se concentrer sur leur propre sécurité tout au long de la progression. Une progression où les rappels s'enchaînent et où il y a un passage de siphon obligatoire. Ici, il faut faire preuve d'une bonne condition physique et d'une bonne aptitude aquatique. C'est avec tout le matériel nécessaire sur le dos que les stagiaires s'engouffrent dans le canyon. Ils vont maintenant attaquer l'exercice de sauvetage avec un des leurs qui joue la victime. On vient vous aider, dites-moi qu'est-ce qui vous arrive. J'ai glissé là-haut, là. Où est-ce que vous avez mal? Alors, j'ai l'impression d'avoir les bas, là, ça serre, là. Il a perdu connaissance ou pas? il a pas perdu connaissance. D'accord, ok. On va vous aider. Donc moi, je fais un premier bilan. Je sécurise déjà mon patient. Là, il est en train de me faire de quoi sécuriser. On va vous mettre des calmants pour la douleur, hein. Ouais. On va vous mettre une perfusion. Pardon? Avant de lui mettre une perfusion, tu vas pas faire autre chose, hein? On va le dégager. Ouais, peut-être que ce serait mieux, ouais. Tu dégages et après tu médicalises. Ah oui. Les stagiaires sont tombés dans le piège. La première chose à faire était de sortir la victime de l'eau. Ils sont habitués à intervenir en SMUR, mais en SMUR routier. Donc ils ont déjà les pompiers qui sont sur place, qui vont généralement isoler la victime ou des moyens d'immobiliser. Donc ils ne sont pas tout seuls et ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Et donc là, c'est le cas typique, ils foncent dans cette configuration-là, ils sont habitués à ça, et ils médicalisent tout de suite avant de mettre la victime juste à côté où c'est sec et où on peut travailler plus confortablement pour la victime. Les stagiaires s'affairent donc à extraire la victime de l'eau. En effet, l'eau accentue la perte de chaleur humaine et augmente les risques d'hypothermie. Il n'est pas vraiment sorti de l'eau, là. Les gestes sont trop longs, trop approximatifs. Les stagiaires se posent trop de questions et n'agissent pas. On peut pas lui faire une injection pour la douleur comme ça rapide? On ne me pose pas la question, est-ce que je mets une perf? J'ai tout ce qu'il faut. On le fait comme si vous étiez en situation. Il faut jouer le jour. Il faut s'adapter au terrain. Il faut que vous voyez qu'est-ce que c'est la galère de travailler dans ces milieux. OK? Deuxième chose, ça fait 3 heures qu'il est là quand même. Ça fait 3 heures et ça nous a pris 45 minutes pour lui sortir les pieds de l'eau. Donc ça,
Plus jamais, ok? Le mot d'ordre, c'est de faire que les gestes qui sont vraiment nécessaires. Et se poser la question, est-ce que je peux m'en passer pour simplifier après la manip d'évacuation? Ce qu'on ne fait jamais dans notre pratique quand on n'est pas dans un milieu périlleux, parce que dans la voiture du SAMU, dans la voiture des pompiers, là on peut tout faire. On peut faire une réanimation complète si on sait faire, poser des voies centrales, etc. Mais là, il faut se poser la question, est-ce que je ferai? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce que je peux m'en passer pour simplifier après l'évacuation? Il est temps maintenant d'extraire la victime. Pas de temps à perdre si l'équipe veut sortir avant la nuit. Les formateurs vont prendre les choses en main. Là, je tends la tyrolienne, donc la corde porteuse, pour que la victime n'aille pas tremper dans l'eau, du moins le moins possible. L'évacuation va se faire sur une tyrolienne de 50 mètres en conditions réelles. Un stagiaire a pris place dans la civière pour que chacun prenne la mesure de l'opération. Attends, stop. C'est quand même des manœuvres qui sont très très lourdes, pour lesquelles il faut vraiment avoir une vigilance de tous les instants, absolument tout vérifier, tous les nœuds, tous les mousquetons, voilà. Mais il y a un gros volume de choses techniques à apprendre pour les stagiaires, donc c'est pas évident pour eux de tout ingurgiter d'un seul coup. Le but du stage est donc avant tout de faire prendre la mesure d'un secours en canyon. Cela permet à chacun de comprendre les gestes des secouristes et de parler le même langage lors des interventions. Des interventions qui demandent toujours beaucoup d'engagement. On se dit que aller sauver des gens qui sont en galère comme ça sur un cours d'eau, en canyoning, eh ben, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de risques pour les sauveteurs. Malgré toute l'expérience et la formation béton qu'ils ont. Voilà quoi, donc les gars, n'allez pas faire du canyoning quand il ne faut pas faire du canyoning. Parce qu'ils mettent en jeu leur vie et celle des sauveteurs. Voilà. Mais quel que soit le milieu dans lequel on intervient, d'une manière générale, on est souvent dans l'extrême en ce sens que il y a toujours un côté aléatoire forcément donc à notre mission. On fait en sorte et on met tout en œuvre, on met en œuvre tous les outils pour que ça se passe bien. Mais il y a forcément des impondérables et des choses qu'on est susceptible de pas maîtriser, qui peuvent compliquer ou rendre délicates les situations. Chaque secours en canyon comporte des dangers. Malgré la rapidité et la facilité d'intervention des hélicoptères, les secouristes se retrouvent souvent dans des milieux où la faute de sécurité ne pardonne pas. Ici, lors d'un secours dans Fleur Jaune, un des canyons les plus pratiqués de l'île, le secouriste doit être directement treuillé au-dessus d'une cascade de 35 mètres. Il doit donc arriver au lieu du rappel sans jamais se retrouver désencordé. Un moment extrêmement délicat où les gestes doivent être rapides et précis. Dès qu'il se retrouve attaché à la paroi, il doit se détacher aussitôt du treuil. Sans cela, il risque d'être tracté au même moment par l'hélicoptère et là, tout s'arrache. Aucun secours en canyon n'est anodin. Avant de s'aventurer dans un lieu, chaque pratiquant doit prendre la mesure de l'engagement qu'il prend. Je crois que c'est en train de devenir un spot mondial. Il reste un frein, à mon avis, à la pratique de la discipline ici, c'est justement le côté très technique et très engagé. Ça veut dire qu'il faut, avant d'arriver ici, il faut déjà avoir acquis une expérience, à mon avis, dans des canyons et dans des régions où le canyon se pratique de manière un petit peu plus facile, un peu plus simple, un peu moins engagée, ailleurs. Et ensuite, on vient pratiquer là, je pense, pour passer à un niveau peut-être un peu supérieur, un peu au-dessus dans la pratique. De retour avec les stagiaires pour leur dernière journée de stage. Aujourd'hui, c'est la synthèse finale. C'est un petit peu... on va un peu les laisser gérer un secours
en autonomie, donc que ce soit depuis le départ de l'alerte jusqu'à la fin. L'autonomie commence par savoir s'orienter correctement vers l'intervention. En orientation, souvent, ce qui est très important, c'est le point de départ. Et puis savoir où on va, quoi. Après, on définit le chemin. Donc on va utiliser, en lecture de carte, on va utiliser 250 sur cette ligne. les chemins, les cheminements possibles. Donc c'est important de bien se repérer au départ pour pas aller n'importe où, quoi. Ce serait ça, quoi. Donc ça doit être ce sentier-là. Les stagiaires vont vite trouver le chemin qui les amène au lit de la rivière. Mais le point d'intervention est imprécis. Ils vont devoir remonter la rivière aussi longtemps qu'il le faut. Toutefois, la pluie s'est invitée à la partie et il est impossible de tenir debout sur les pierres. Dès que le rocher il est humide, on ne tient pas debout, quoi. Il y a des micro-algues qui sont dessus et dès qu'il est humidifié, c'est super glissant. Et puis là, en plus, on a des lichens qui recouvrent, donc le caillou n'est pas franc. Il faut vraiment faire attention, quoi. On a vite fait de faire une chute lourde sans la voir venir, quoi. On a les pieds qui partent et puis la réception elle est lourde. Et les traumatismes, les luxations d'épaule, les fractures, c'est comme en canyoning, c'est une des causes d'accidents, le traumatisme dans les blocs. Là, c'est un déplacement sensible. Prends ton temps, prends ton temps. Après une bonne heure de marche, c'est en haut d'une cascade qu'ils vont devoir compléter leur exercice tout seuls. Les formateurs leur donnent le minimum d'informations. Là, on est en train de mettre en place la victime en bas. Il y a le premier secouriste qui est Samir, qui va descendre avec le médecin pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. Catherine se met en place pour jouer la victime, mais rien n'adhère. Elle ne peut éviter la glissade. Heureusement, elle a retenu la leçon du premier jour et n'a pas lâché la corde du bas. Elle s'est correctement bloquée. C'est au tour des équipes de sauvetage d'intervenir le plus prudemment possible dans cet environnement particulièrement glissant. Là, on a sécurisé la victime avec la corde avec laquelle je suis descendu. Donc là, elle ne pourra pas aller descendre plus loin. Là, le médecin, il arrive, il va l'examiner parce qu'elle a l'air un petit peu hypotherme, un petit peu confuse aussi, agitée. Donc j'ai réussi à la calmer, mais je ne sais pas si ça va durer. Donc j'espère qu'il va venir, il va réussir à la calmer et on va la réchauffer. Les gestes commencent à être précis et les réflexes acquis. L'exercice se déroule comme il faut, mais les stagiaires commencent à être épuisés. Excellente expérience. 2, 3. Ça permet de se mettre face à sa vraie personnalité dans l'adversité. Une sorte de petite révélation en fait. C'est un stage quand même très engagé avec des stagiaires qui n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et certains sont blessés même. Pas gravement heureusement, mais... Il y a des dépenses physiques qui sont gigantesques, donc il y en a qui sont carrément épuisés. Mais ce qui est sympa, c'est de voir que la motivation est toujours la même. Quand on mesure le chemin parcouru, quand même, c'est quand même assez encourageant, à la fois pour eux, je pense qu'ils sont contents, les stagiaires, et puis pour nous, en tant que formateurs, c'est quand même assez satisfaisant, je trouve. La moitié seulement des stagiaires auront leur diplôme en médecine de montagne. Un milieu extrême qui n'est pas donné à tout le monde et qui ne s'improvise pas. Il semblerait qu'effectivement on puisse être considérés comme des secouristes de l'extrême, mais on ne veut pas considérer que ce soit notre extrême à nous. En ce sens qu'on doit toujours se garder cette marge pour se dire qu'on n'est pas embuté de ce qu'on est capable de faire. Et cette marge, c'est en règle générale la sécurité, donc qui nous permet de faire en sorte que la mission doit pouvoir être réalisée dans les meilleures conditions. Cette année, les équipes du PGHM et les médecins du SAMU de La Réunion ont réalisé toutes leurs opérations avec succès. Mais ils savent, les uns comme les autres, que pour réaliser leur secours à venir sans encombre, ils vont devoir répondre à des secours de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes. Ils savent qu'eux-mêmes vont devoir être de plus en plus performants.